Bonjour ou bonsoir selon votre position d'écoute. Nous, c'est votre serviteur Faustin Bossili Lucassola, la chaîne YouTube Nouveau Grand Zahir. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle chaîne qui vient de commencer. Ça, c'est notre deuxième émission, notre deuxième prestation. La fois passée, nous avions parlé du concept Nouveau Grand Zahir. Et cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons plancher sur le concept de développement. Pourquoi? Puisque, en tant que chaîne YouTube, nous avons opté d'innover, de sortir des sentiers battus, d'essayer de ne pas faire comme tout le monde, estimant que la vie des nations, la vie des États ne se réduit pas seulement à l'actualité. Certes, l'actualité est importante, mais est également importante l'histoire et le développement. Voilà. C'est pourquoi, en tant que chaîne YouTube, Nouveau Grand Zahir va mettre un accent particulier surtout sur notre histoire nationale et le développement. Estimant que c'est en scriptant l'histoire, en scriptant le passé, de manière judicieuse, que le gouvernement peut orienter, les décideurs peuvent orienter les réactions vers des options meilleures de développement. Voilà. En plus de ce fait, il y a le fait que notre histoire nationale, votre sécurité ne le dira jamais assez, charrie beaucoup de contre-vérités. En tout cas, plus de 80% de ce qui est dit dans notre histoire nationale relève des contre-vérités. Je le démontre. Je ne le dis pas d'une manière péremptoire, d'une manière sommaire, mais c'est sur base des faits établis, notamment en lisant mon livre, Le vrai Mobutu, qui est publié sur Amazon et qui est également trouvable dans les librairies de Kinshasa, notamment à Sédi, à Gombe chez les protestants, et au livre de Grand Lac sur le boulevard des 30 juin, et puis à Benito Mbaba. Donc, ils remarqueront que, comme je l'ai dit, notre histoire nationale charrie beaucoup de contre-vérités. Et c'est comme ça que votre serviteur, depuis une dizaine d'années, ce n'est pas une vingtaine, est dans un apostolat consistant à combattre les mensonges par la vérité. Car nous estimons que, autant nous étions un grand pays, c'est le mensonge qui nous a amenés dans le trou où nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est en combattant ces mensonges-là par la vérité que nous, on va redresser notre attention, nous allons restaurer notre grandeur nationale. Voilà. Je disais que la fois passée, nous avions planché sur le concept de Nouveau Grand Zahir, où nous avions démontré par des faits historiques, probants et vérifiables que si un pays qui devait s'appeler Congo, sur la terre des hommes, ça devait être l'Angola. Nous avons donné des faits. Et que notre appellation authentique, c'est Zahir. Voilà. Ça, c'est ceux qui peuvent avoir l'amabilité de nous suivre l'émission la fois passée. Ils peuvent acquérir d'amples détails sur la question. Mais aujourd'hui, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est « Et si la démocratie n'était pas la solution de l'Afrique ?» Voilà. La fois passée, on avait planché sur le concept de Nouveau Grand Zahir. Cette fois-ci, nous planchons sur le concept de démocratie. Est-ce que la démocratie était la solution de l'Afrique? Pour ce faire, nous allons revisiter l'histoire des relations internationales de l'après-guerre mondiale. Et en révisant cette histoire-là, nous tomberons sur un individu qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski était le conseiller en matière de sécurité du président Jimmy Carter. Brzezinski a écrit par la suite, vers 97, 97, lui il a travaillé comme conseiller national, comme spécial de Jimmy Carter de 77 à 81. Mais plus tard, il a écrit un livre qui s'appelle Grand Échiquier. Voilà. C'est un livre de Brzezinski. C'est un des théoriciens de l'impérialisme américain. C'est un des grands théoriciens de l'impérialisme américain. Dans ce livre, Brzezinski dit que, d'une manière ramassée, il dit que la consécration de la primauté des États-Unis sur le reste du monde part de la division, d'un empêchement d'une union entre la Russie et l'Europe. Ça, c'est d'une manière implicite ce qu'avait dit Brzezinski dans son livre Échiquier, le grand échiquier.
Il avait dit pour que les États-Unis conservent leur puissance, il faut qu'ils fassent tout pour ne pas que l'Europe se rapproche de la Russie. Voilà. C'est ce qui a fait que, après la chute du mur de Berlin, l'URSS a été démantelée. Les États-Unis se sont retrouvés les seuls maîtres à bord, hein, sur les relations internationales. Et profitant de cette position d'unipolarité, les États-Unis ont les conservateurs néo-américains, les conservateurs américains qui avaient investi la Maison Blanche, qui avaient accédé à la Maison Blanche, avaient, disons, ils avaient émis un nouveau concept de nouvel ordre mondial. Donc, après la chute du mur de Berlin, les perestroïka, il y a eu le nouvel ordre mondial. Ça signifie quoi? Ça signifie que les États-Unis, Washington, réorganisaient le monde en tant que seule puissance, maintenant que l'URSS n'existait plus. Et dans cette réorganisation du monde, partant des idées de Brzezinski, de la séparation, d'une quête de séparation, d'une quête d'empêchement d'un rapprochement entre la Russie et l'Europe, qui ferait la puissance des États-Unis, les néoconservateurs américains ont conclu un marché avec la France. Ils se sont dit, bon d'accord, l'Europe, il ne faut pas que l'Europe se rapproche de la Russie. Or, l'Europe, c'est quoi? À cette époque-là, c'est la France et l'Allemagne. C'est les deux moteurs de l'Europe, de la construction européenne. C'est la France et l'Allemagne. Or, ils avaient déjà l'Allemagne. Les États-Unis avaient l'Allemagne, il y avait des bases partout. Donc, les États-Unis avaient l'Allemagne dans leur poche. Ce qui restait maintenant, c'est d'avoir la France. Et comme ça, ils avaient l'Europe et la possibilité, et par conséquent, la possibilité d'empêcher que l'Europe se rapproche de la Russie. Selon les idées de Brzezinski, un des théoriciens de l'impérialisme américain. Voilà. C'est comme ça que, après la chute du mur de Berlin, les Américains et les Français ont conclu un deal. Dans ce deal-là, visant une quête d'empêchement d'un rapprochement entre la Russie et l'Europe, le Français avait concédé aux Américains leur appui. Ils se sont dit, ok, d'accord, nous allons vous appuyer, vous les Américains, à éviter à ce que les anciennes républiques, soviétiques, se rapprochent de la Russie. Donc, nous, les États-Unis, notre objectif maintenant, c'est d'empêcher que maintenant qu'il y a la chute du mur de Berlin, il y a le démantèlement de l'URSS, il faut empêcher maintenant que les pays, les ex-républiques soviétiques, les pays de l'Europe de l'Est ne se rapprochent de la Russie. Et c'est comme ça qu'il y a eu la guerre de Kosovo. La belle illustration de cette ignominie de l'impérialisme, de cette imposture de l'impérialisme américain en terre européenne. Les Français concédaient aux Américains l'Europe de l'Est et en échange, les Américains laissaient aux Français la latitude de faire ce qu'ils veulent de l'Afrique francophone. Voilà les deals qui étaient conclus entre les Américains et les Français selon dans l'optique de la doctrine de Brzezinski qui stipulait que la consécration de la suprématie des États-Unis passait notamment par un empêchement d'un rapprochement entre la Russie et l'Europe. Voilà les marchés. Les Français laissaient aux Américains faire ce qu'ils voulaient en Europe de l'Est et en échange, en retour, les Américains aussi les laissaient faire ce qu'ils voulaient, les champs libres en Afrique francophone aux Français. Et nous venons derrière tout ça, il y a les dollars et les francs CFA. Voilà, en filigrane. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il y a aussi donc pour comprendre ce que je veux dire maintenant, il faut d'abord comprendre ce qu'il y a un théoricien, un éminent économiste britannique
britannique, Adam Smith, que tout le monde a étudié dans les écoles de commerce. Adam Smith avait dit que la prospérité de l'Occident se trouve engagée dans un processus graduel de déclin. Dès lors, enfin, il dit que dès lors que la prospérité de l'Occident se fonde sur une exploitation léonine des ressources des pays du Sud, elle est donc, cette prospérité-là est par définition engagée dans un processus de déclin qui atteindra son point culminant le jour où les pays du Sud vont s'émanciper. Ça, c'est les idées d'Adam Smith. Et ces idées d'Adam Smith seront encore soutenues par un autre théoricien de l'impérialisme, Henry Kissinger, qui disait que, en quelque mots, la même chose, mais dans d'autres mots, il disait que il fallait pas que les pays du Sud se développent et s'industrialisent. Si les pays du Sud s'industrialisent, se développent, ça va constituer un danger. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à utiliser eux-mêmes les matières premières et ça va entraîner, occasionner une flambée de cours mondiaux de matières premières. Il fallait empêcher à ce que les pays du Sud s'industrialisent. Voilà, nous revenons maintenant à la France. C'est comme ça que, après la chute du mur de Berlin, l'État français, notamment par le biais du président François Mitterrand, avait convoqué la conférence de Bâle. La conférence de Bâle, c'est connu. Donc, où la raison principale, le postulat principal, enfin, disons, l'économie de cette conférence était que la France sommait les États africains à, disons, à s'ouvrir à la démocratie. Voilà. Et c'était dit que, en fait, c'était le conditionnement de l'aide française à la pratique de la démocratie. Donc, le président Mitterrand, l'État français, les Occidentaux ont dit que vous, les Africains, pour que nous puissions vous aider, continuer à vous aider, vous devez vous démocratiser. C'est ça le piège, c'était ça le piège. Pourquoi? Puisque les Occidentaux, d'après craignant les prédictions d'Adam Smith et au regard de la doctrine de Kissinger, n'avaient aucun intérêt à ce que l'Afrique se développe. Or, et ils nous ont dit, c'est un mensonge de l'histoire des relations internationales et qui est répercuté aussi par notre histoire nationale. Comme je ne le dirai jamais assez, de notre histoire nationale, on crédibilise des mensonges qui nous viennent de l'Occident. On nous a dit que la démocratie, c'est ce qui amène le développement. Non, c'était un mensonge, c'était un piège. Les Occidentaux savaient que les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie. Et ils avaient intérêt à ce qu'ils nous soumettent à ces jeux démocratiques où nous ne sommes pas préparés. Comme ça, il y aura des guerres, il y aura des guerres. Et l'impérialisme, c'est ça. Il faut des guerres pour qu'ils vendent des armes, pour qu'ils achètent des matières premières comment on appelle ça, à bas prix, pour que les dirigeants des États prennent des dettes, contractent des dettes. C'est ça la mafia des multinationales. C'est une mafia internationale des banques, des ressources naturelles et de l'industrie d'armement qui provoque des guerres pour vendre les armes. Le cas le plus illustrant, c'est celui de l'Ukraine. On a provoqué la guerre de l'Ukraine pour vendre les armes. Et parenthèse, on remarquera que sur les 80% de l'aide que les Américains donnaient aux Ukrainiens, restait aux États-Unis pour acheter l'armement, donc pour faire fonctionner les industries. C'est ça l'impérialisme. Donc, les Français n'avaient pas intérêt à ce que l'Afrique se développe. Au regard de la doctrine de Kissinger, par crainte de la menace qui prévoyait venir à Adam Smith. Et c'est comme ça que pour empêcher à ce que l'Afrique se développe, ils nous ont donné le virus, les pièges, moi j'appelle ça les pièges démocratiques, les pièges de la démocratie. Ils ont dit aux gens, écoutez, vous voulez vous développer, mais c'est simple, pratiquer la démocratie. Et c'est en pratiquant la démocratie que vous allez vous développer. Non. Et quelqu'un avait vu ça venir, il s'appelait Jacques Chirac, il dit non, la démocratie pour l'Afrique, c'était un luxe. Tout le monde a appelé Jacques Chirac pour un mort. Vraiment, Jacques, c'est un mauvais nom. Lui, il disait la vérité. Donc, l'Afrique n'était pas encore, et l'Afrique n'est pas encore prête à faire la démocratie à l'occidental. Et c'était un piège. François Mitterrand, le gouvernement français, la mafia des multinationales savait qu'en conditionnant
l'aide au développement à la démocratie, les Africains vont mordre. Ils vont chercher à pratiquer la démocratie. Et en pratiquant la démocratie, ils vont tomber dans des guerres qui vont permettre à la mafia des multinationales de se nourrir, de prospérer. Donc voilà comment nous, les Africains, nous sommes tombés dans ces pièges-là, de penser que c'est la démocratie qui amène le développement. Non, la démocratie n'amène pas le développement. Ce sont des pays développés qui, en fait, la démocratie se nourrit du développement. Et ils n'amènent pas le développement. Si vous n'avez pas encore le développement, ça ne sert à rien de pratiquer la démocratie. Je vais le montrer ici par des faits historiques. En fait, si nous rentrons sur l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, nous verrons que la première démocratie de l'humanité, disons au monde occidental au moins, c'était Athènes. Athènes, c'était une démocratie. Mais Athènes n'avait pas fait long feu. La démocratie n'avait pas amené la paix et le développement à Athènes, non. La démocratie avait affaibli l'Athènes au point qu'Athènes avait été attaquée par Sparte. C'est comme ça que, quelques siècles plus tard, les Romains, en fait, les Romains avaient commencé comme un royaume, Remus et Romulus, un royaume de Rome. Et quelques juste après, ils ont instauré la République romaine. Ça c'est la première république de l'histoire de l'humanité, du monde occidental. Et la République romaine, c'était la démocratie. Mais on remarquerait une chose, c'est que bien qu'ayant été une démocratie, mais la constitution, entre guillemets, romaine, prévoyait la dictature, prévoyait un cas d'exception qu'on appelait la dictature dans la République romaine. Donc les Romains disaient, écoutez, on va faire la démocratie, mais la démocratie, évitons de tomber dans l'erreur des Athéniens qui étaient tellement dans la démocratie qu'ils se sont fait avoir par leurs voisins qui étaient les Spartes. Prévoyons dans notre constitution une disposition qui s'appelle la dictature. En fait, la dictature, c'était quoi? Quand la sécurité de Rome était en danger, on suspendait la démocratie. On suspendait la démocratie, c'était prévu dans la constitution romaine, entre guillemets. Et on allait chercher un vieux général victorieux qui avait déjà gagné une guerre. On dit que lui, comme il avait gagné une guerre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent une guerre. On lui donnait le plein pouvoir. On sait que c'est le Sénat. Le Sénat et le peuple romain donnaient à un général, un ancien général victorieux, le plein pouvoir de diriger la République sans respecter la Constitution. C'est le Sénat qui donnait ça. Donc nous voyons que la démocratie était toujours sujette à caution, puisque même la République romaine, qui était une démocratie, prévoyait toujours une disposition dictatoriale. Et c'est comme ça que chaque fois que la sécurité de Rome était en danger, la sécurité de la ville éternelle était en danger, le Sénat faisait recours à un vieux général, un ancien général victorieux, à qui on remettait le plein pouvoir, donc le droit de diriger sans respecter la Constitution. Et c'est comme ça que la République romaine a fonctionné, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Les gens ont compris que ce n'est pas la démocratie. La démocratie, les gens ne peuvent pas passer beaucoup de temps à se quereller avec. Ça n'amène pas, ça n'amène ni la paix, ni la sécurité. C'est comme ça qu'en 27 avant Jésus-Christ, il y a un certain César Auguste qui a instauré l'Empire romain. Il a mis fin à la République et il a instauré l'Empire. Donc, il a mis fin à la démocratie. Il a compris que ce n'est pas la démocratie qui va amener le développement. Et c'est comme ça que, de 27 avant Jésus-Christ jusqu'au 13e siècle, l'Occident n'a pas connu la démocratie. L'Occident a été dans un système oligarchique. L'Empire, c'était la monarchie. Ce n'était pas la démocratie. Donc, et c'est ce qui avait permis le développement de l'Occident. Ça a pris plus de 10 siècles à l'Occident de se développer. Quand l'Occident s'est développé maintenant, quand le développement était là, maintenant pour mieux gérer le développement, c'est comme ça qu'ils sont partis vers la démocratie. Ils ont installé la monarchie constitutionnelle britannique au XIIIe siècle. Ça a pris plus de 10 siècles aux Occidentaux pour se préparer à la démocratie. Mais nous, ils nous demandent de parcourir les mêmes chemins. Ils demandent à l'Afrique de parcourir les mêmes chemins en un demi-siècle, en moins d'un siècle. Ce n'est pas normal, c'est un piège. Ils savent que vous n'allez pas réussir.
C'est comme que, quand on dit que pour conduire une voiture, il faut faire l'auto-école pendant 6 mois. Quelqu'un fait faire à un jeune homme l'auto-école pendant 6 jours et lui confie le volant d'une voiture. Il sait qu'il ça ne va pas marcher. Il va avoir des problèmes. C'est ça les pièges démocratiques. Donc la démocratie à l'occidental est un piège pour l'Afrique. La démocratie n'amène pas le développement. Je vais donner quelques faits sociaux, politiques, pour moi qui attestent que ce n'est pas la démocratie qui fait le développement. Si, par exemple, cette année, si nous nous référons au rapport du PNUD sur le développement mondial de 2023, de décembre 2023, nous remarquerons que les pays acquisant le plus fort indice de développement humain, les pays les plus prospères, sont la Suisse, le Norvège, l'Islande, l'Australie et le Danemark. Aucun de ces pays ne pratique la démocratie à l'occidental, tel que les Français et les Belges nous demandent, les Africains, d'appliquer. Aucun. Ils ont leur modèle démocratique. Ils ne sont pas en fait de démocratie. Ce sont des oligarchies, ce ne sont pas des démocraties. Prenons le cas des États-Unis, qui est considéré parmi les pays les plus riches du monde. La démocratie, les États-Unis, ce n'est pas une démocratie. Voilà un autre mensonge. On dit que la démocratie, ce n'est pas une démocratie. La définition de la démocratie selon Montesquieu. Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Or, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Le président des États-Unis, qui le fait élire? Ce n'est pas le peuple américain. C'est les multinationales. C'est pourquoi pour devenir président, il faut des milliards de dollars. Comment est-ce que la population va trouver des milliards de dollars? Non. Ils savent que c'est un dispositif permettant à ceux c'est une oligarchie. Les États-Unis, ce n'est pas une démocratie, c'est une oligarchie. La preuve est que le président des États-Unis élu, pour être élu président des États-Unis, ce n'est pas la population américaine, ce n'est pas les votes de la population américaine qui comptent, non, c'est le vote des grands électeurs. Qui sont les grands électeurs? C'est un poignet d'individus qui veillent sur les intérêts des multinationales. Et on nous fait avaler comme quoi les États-Unis, c'est une démocratie. Les États-Unis, ce n'est pas une démocratie. Je voulais dire que les pays plus riches au monde, tous les pays les plus riches, aucun n'est une démocratie. Si nous prenons les États-Unis, la Chine, le Japon, quoi encore? Ne fait-ce que les trois là, aucun n'est une démocratie. Et nous allons remarquer en Europe que les pays qui pratiquent la démocratie, selon le concept strict du terme, donc la France et la Belgique, ce ne sont pas les pays les plus développés en Europe. La France et la Belgique, ce ne sont pas les pays les plus développés en Europe. Donc, ce n'est pas la démocratie qui amène le développement. La démocratie expose les nations à la rupture de la paix et à l'insécurité. Et il faut, donc c'est le contraire, ce n'est pas la démocratie qui amène le développement, non. Le développement se nourrit de la démocratie. Maintenant, je vais parler de ces trois pays-là qui ne sont pas des démocraties. Et même si nous venons en Afrique, prenons le cas de l'Afrique, mais les pays les plus prospères, même au monde, les gens ne disent pas la vérité. Il n'y a pas un pays au monde où les gens veulent nier que les Libyens. Ce n'était pas une démocratie à l'occidental, la Libye. L'Algérie libyenne, c'est une démocratie adaptée. Si nous prenons par exemple le cas de la Tanzanie, depuis toujours, c'est un pays stable qui a connu une certaine stabilité. C'est quoi? C'est la démocratie, comment ça, Julius Nyerere appelait ça, le socialisme africain. Ce n'est pas une démocratie copie conforme de ce qui fait en Belgique et en France. Je parlais de la Libye, mais le cas de l'Angola. L'Angola a connu un essor, mais ce n'est pas cette démocratie-là. Donc, en fait, la démocratie à l'occidental, telle que c'est pratiquée en France et en Belgique, qui veulent nous imposer, nous les Africains, c'est un piège. C'est un piège. Je viens de le démontrer, si les Européens avaient besoin de plus de 10 siècles de dictature, de non-démocratie avant d'arriver à la démocratie. Mais pour nous piéger, pour empêcher à ce qu'après la fuite du mur de Berlin, l'Afrique ne s'émancipe, ce qu'avait dit Adam Smith, en ne s'émancipe pas, n'expose comment ça, ne fragilise la prospérité de l'Occident. Il fallait leur imposer ces paradigmes-là, ces principes-là, ces schèmes-là, comme quoi il fallait conditionner la démocratie au développement, à l'aide au développement. On avait besoin de l'aide au développement. Nous tous, nous sommes engouffrés dans les pièges
en cherchant à devenir démocratique. Et c'est comme ça que l'Afrique a reculé. Prenons le cas de notre pays, hein, le Congo-Zaïre. Mais la démocratie nous a menés dans un recul impossible. En 90, je ne le dirai jamais assez. Selon le chiffre du PNUD, nous étions, selon l'indice de développement humain du PNUD, les chiffres du PNUD, le Zaïre en 90, selon le rapport de 91, était plus développé que le Nigeria, le Sénégal, la Tanzanie, l'Angola et l'Afrique du Sud. Ça, c'est le Zaïre, qui n'était pas une démocratie. Hein? Au Zaïre, vous vous souvenez pas, le Grand Zaïre, dans les années 72-73, on avait une compagnie aérienne qui avait des Boeing 747 Jumbo Jet et des DC-10 achetés chez les constructeurs et pilotés par les nationaux. Hein? On avait une compagnie maritime avec une dizaine de bateaux de haute mer achetés à l'usine et pilotés par les nationaux. Ça, ce n'était pas la démocratie. Ça, c'était le Grand Zaïre. Ce n'est pas la démocratie qui faisait ça. Hein? Nous avions même un centre, comment on appelle ça, un centre nucléaire ici, à Kinshasa. L'État congolais, avec les moyens, comment on appelle ça, les fonds propres du gouvernement, avait acheté un nouveau centre nucléaire à Kinshasa. Le président Mobutu avait imposé au professeur Malou de monter ce centre-là sans l'appui des techniciens étrangers, surtout belges. Et Malou avait fait ça. Et il avait tellement bien fait que l'OIA l'avait retenu comme centrale de référence de l'Afrique, de toute l'Afrique. Et, s'il vous plaît, l'ancienne centrale, le Zaïre en a fait cadeau à l'Afrique du Sud, à une université sud-africaine. Et regardez à quel niveau nous étions. Nous étions capables, tout en n'étant pas une démocratie, mais on était capable, avec ce fonds propre du gouvernement, d'acheter des avions, des Boeing et des C-10 à partir des constructeurs, pas des occasions, des Jumbo Jet à partir des constructeurs, des bateaux de haute mer, des centrales nucléaires. On avait même un programme spatial. C'était ça le développement, mais ce n'était pas la démocratie qui avait fait ça. Mais dès que nous sommes tombés dans le piège démocratique de la bolle, selon les idées pour combattre les idées d'Adam Smith, selon l'intérêt de Kissinger, il fallait nous piéger en nous obligeant de pratiquer la démocratie, tout en sachant que c'est un piège. On n'est pas encore prêt à faire, l'Africain n'est pas encore prêt à faire la démocratie à la française et belge, qui a valu aux Européens plus de 10 siècles pour en arriver là. Nous, en un demi-siècle, on nous demande de faire ça. C'est un piège. Et depuis que nous sommes dans ce piège-là, 90. Mais tout est par terre. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à nous faire croire que c'est la démocratie qui va nous amener. Aujourd'hui, on ne dit pas que c'est les élections qui vont faire en sorte qu'il y ait des bons résultats. Non, c'est le contraire. Pour la première fois qu'il y a eu la guerre à Kinshasa, dans ces pays, c'était après les élections. Après le jeu démocratique. C'est la démocratie qui nous a amené la guerre à Kinshasa. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas la démocratie à la française et à la belge que nos élites importent, disons, plagient, hein, de l'Occident, qui va faire le développement de l'Afrique et le développement du Congo-Zaïre. Non. Donc, je vais de relever des faits probants de l'histoire qui démontrent que la démocratie est un piège pour l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour être précis, il faut dire que la démocratie à l'occidental est un piège pour les Africains. Les Africains n'ont pas besoin, la sociologie politique de l'Afrique est telle que nous n'avons pas besoin de cette démocratie-là pour nous développer. Cette démocratie n'est pas conçue pour nous. La démocratie que nous importons de la France et de la Belgique n'est pas conçue pour nous. Et d'ailleurs, je venais de le dire, la France et la Belgique ne sont pas les pays les plus développés de l'Europe. Et les pays qui sont développés au monde, les États-Unis, la Chine, ce ne sont pas des démocraties. Et ils le savent. Mais pour nous maintenir, nous, l'Afrique, surtout le Zaïre, le principal réservoir au monde de matières premières, où ne peut se passer l'industrie, le complexe militaro-industriel occidental, on nous oblige la démocratie. Vous savez, par exemple, en 97,
Quand on obligeait à Mobutu à partir de la conférence, on a fait la conférence de la démocratie. Mais pourquoi? Mais puisque Mobutu, c'est le président du Zaïre, c'est là où il y a les plus de matières, là où il y a les principales réservoirs au monde de matières premières, donc il faut qu'il y ait la démocratie là-bas pour qu'il y ait des guerres, pour que nous n'ayons pas ce pays. Quand on disait que Mobutu, on veut chasser, on fait la croisade où il y avait les Rwandais, les Ougandais et les Angolais pour chasser Mobutu, comme quand lui n'appliquait pas la démocratie. Mais c'est Mobutu qui était plutôt avancé dans la démocratie. Il y avait la dictature à Luanda, il y avait la dictature à Kigali, il y avait la dictature à Kampala, la pleine dictature. Mais ça, les gens ne voyaient pas. Ils disaient maintenant, c'est Mobutu qui bloque la dictature. Alors que Mobutu était déjà très avancé, ça faisait 7 ans quand la Belle est entrée. Il n'était plus, il ne gérait plus les pays. C'était un régime parlementaire. Donc voilà, ce n'est pas la démocratie qui amène le développement. Pourquoi? Puisque les États qui se développent, ils ne pratiquent pas la démocratie telle que l'on le pratique à la France et en Belgique, qui ne sont pas les pays les plus développés de l'Europe. Tous ces pays qui se développent ont leur modèle démocratique. Les États-Unis, par exemple, ils ont leur système de grands électeurs. C'est une oligarchie, ce n'est pas une démocratie. La Grande-Bretagne, le roi règne au nombre de parlementaires. En Allemagne, ils ont un système, un scrutin uninominal, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ce ne sont pas des démocraties au sens strict du terme. Voilà pourquoi le néo-moboutisme. Revenons maintenant pour le cas de notre pays. Mais quelle est la solution? La solution, c'est le président Mobutu avait trouvé la solution à ces problèmes-là. Et quand les gens disent la dictature de Mobutu, oui, certes, il y avait la dictature, mais il y avait aussi une certaine démocratie de qualité. Mes frères, chers compatriotes, citoyens du monde, le mensonge, vous savez, c'est le mensonge qui nous a. Nous devons combattre le mensonge par la vérité. La démocratie pratiquée par Mobutu était une démocratie de qualité. Et puis la preuve en est que ça a permis à ces pays de vivre 25 ans de paix et de stabilité, sans guerre. Au moment où il y avait des guerres partout. Pourquoi? Mais c'était une démocratie qui n'était pas une copie conforme de ce qui se faisait en Occident. À titre illustratif, je vais donner des exemples. À l'époque de la dictature, ce n'est pas n'importe qui devenait député. C'était pas, non. N'importe qui, c'est pas qu'on ne se lève pas les matins comme ça, on achète des calicots et puis on va payer la caution pour devenir député. Non. C'était sélectif. Hein? Ça, c'est un. À l'époque de Mobutu, les députés ne monnayaient pas leur vote. Ils ne monnayaient pas, c'était impossible. Comment est-ce qu'au Parlement, au niveau du Parlement, là où les députés faisaient suer des ministres, il y avait comme l'honorable Belchika, il y avait des députés qui s'étaient. À l'époque de Mobutu, quand un ministre est interpellé au Parlement, mais il tremble, parce qu'il risque son poste. L'argent ne circulait pas. C'était une démocratie de qualité. Ce n'est pas n'importe qui devenait candidat député. Et puis, même ces candidats députés-là, plus une fois il est arrivé, je l'ai dit la fois passée au cours de mes interventions, c'était courant de voir un enseignant, un professeur des humanités, battre un commerçant, un grand, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ils vont aux élections. À l'époque du MPR, les élections, de la dictature là, que nous critiquons là, l'enseignant remporte les victoires et il gagne les élections. Donc, le moboutisme avait instauré une espèce de démocratie. Hein? Et c'est comme ça que c'était une façon pour le clairvoyant Mobutu de ne pas céder à l'utopie d'une démocratie universelle exportable de l'Europe vers ici. Non. La démocratie du parti État était une démocratie africaine, une démocratie authentique. Il le disait lui-même. C'est comme ça que dans le cadre de notre projet de société néo-moboutiste, nous prévoyons d'inscrire des amendements constitutionnels pour revenir à cette démocratie de qualité-là, mais l'adapter maintenant aux exigences actuelles du pluralisme politique. Voilà. Mais en quelques mots, pour donner une idée de ce schéma-là, nous pensons que l'Afrique, le parlementarisme, surtout à outrance, tel que c'est pratiqué en Belgique surtout, et qu'on nous impose ici depuis toujours, depuis 60. C'est ce parlementarisme qui était à la base du chaos que le pays a connu de 60 à 65.
la démocratie. Le Congo belge était un État paisible, ce n'était pas une démocratie. Mais dès qu'on a instauré la démocratie en 61, 65 à 60, 61 déjà, c'était la guerre civile. Et c'est cette démocratie-là que nous continuons à perpétuer. Le conseil que nous avons de 2006, si je ne m'abuse, devait avoir été conçu à Louvain. Et celui de 2011, c'était à bon, c'était conçu à Louvain. Et je viens de le dire ici, la France et la Belgique, qui sont les seuls à pratiquer cette démocratie-là, ne sont pas les pays les plus prospères ou les plus développés de l'Europe. Les pays qui sont développés à travers le monde, ce sont des pays qui ont adapté des modèles démocratiques qui correspondent à leurs spécificités sociopolitiques. C'est comme ça que les Américains ont les grands électeurs, les Britanniques ont les lords, les Allemands ont les dirigeants de Landers. C'est comme ça que le néo-moutisme prévoit aussi des schèmes démocratiques authentiquement africains. Et dans cette réforme constitutionnelle qui préconise le néo-moutisme, il y aura par exemple le retour au présidentialisme, disons au régime présidentiel. Trop de parlementarisme. C'est ce qui dit. En fait c'est ça le piège de la démocratie. On veut vous amener dans le parlementarisme. Regardez un peu ce qui se passe depuis dans notre classe politique. Les députés, au niveau des assemblées provinciales, les gens passent le plus de temps à se combattre. Tout l'argent, les énergies, c'est dépensé pour se combattre. Les députés provinciaux qui combattent le gouverneur et vice-versa. Et quand est-ce qu'il faut édicter des lois? Très peu de temps. Même au niveau de l'Assemblée nationale, les querelles politiciennes, les luttes de positionnement, la création de corps, des alliances, les régimes présidentiels nous épargnent de tout ça. C'est ce qui a fait le développement de ces pays. De 65, 67 jusqu'à 90, le régime présidentiel, avec moins de parlementarisme. Voilà ce que préconise le démocratisme. Un structure minimum de réduction de parlementaires. 500, c'est trop. C'est budgétivore pour rien. On n'a pas besoin de 500 députés dans notre pays. Et puis, les députés ne doivent pas avoir des émoluments, des gros émoluments. Non. Les députés, dans cette réforme-là qui prévoit le néo-moutisme, non seulement il y aura la suppression, le retour au régime présidentiel, avec moins de pouvoir aux députés, au Parlement, il y aura la réduction du nombre de députés. On a besoin pas juste d'un ou deux députés par territoire, c'est tout. On n'a pas besoin de 500 députés. La suppression du Sénat, la suppression des gros émoluments des députés. Il faut des jetons de présence. Ne seront payés que ceux qui seront présents dans la salle. Évidemment, il y aura des indemnités de vacances parlementaires, ça c'est oui. Mais des gros émoluments, non. La rémunération des députés sera en fonction de leur présence dans la salle, des jetons de présence, pas des émoluments. Mais à part ça, il y aura, au niveau des présidentielles, il y aura des schèmes beaucoup plus élaborés pour faire en sorte que, pour éviter qu'il y ait, après en fait, les élections en Afrique sont devenues des antichambres de la guerre civile, ça c'est connu. Donc chaque fois qu'en Afrique il y a des élections dans un pays, c'est ce qu'on voulait, la logique de Mitterrand, de Gaulle. Chaque fois qu'il y a des élections, attendez voir une guerre civile. Maintenant, pour éviter ça, le néo-moutisme prévoit un schème constitutionnel où le vainqueur des élections et le premier, disons, le vainqueur des élections présidentielles, le meilleur perdant du deuxième tour et le vainqueur des élections présidentielles et le meilleur président du deuxième tour, ils doivent s'entendre. Et même le troisième, qui vient en troisième position, ils doivent s'entendre pour élaborer un programme commun de gouvernement et concevoir le partage de pouvoir, pour éviter qu'il y ait des gens qui prennent le chemin des maquis. C'est ça, un modèle démocratique qui correspond à notre environnement socio-politique. C'est comme ça qu'aux États-Unis, ils ont leurs grands électeurs. C'est en fonction de leurs spécificités. Notre problème ici, c'est que souvent, les perdants des élections présidentielles, ou les deuxièmes ou les troisièmes, ont tendance à se retirer, à basculer dans la violence. Mais pour éviter tout ça, le modèle constitutionnel qui prévoit, les principes constitutionnels qui prévoient les projets de société néo-moutisme fera en sorte que le gagnant,
les meilleurs perdants du deuxième tour et les premiers du deuxième tour, ils vont tous se retrouver au pouvoir. Comme ça, il n'y aura personne pour prendre le chemin du maquis, aller faire la guerre civile. Voilà à peu près un peu de mots comment nous avons planché, nous avons démontré par des faits historiques que ce n'est pas la démocratie qui fait le développement. L'Europe a eu besoin de plus de 10 siècles pour se préparer à la démocratie. Et la même Europe, pour nous piéger, hein, afin d'éviter que les pays du Sud se développent après la guerre froide, ils nous ont inoculé le virus de la démocratie. Ils ont conditionné l'aide au développement à la démocratie. Sachant que comme nous, on a besoin d'aide, on va sortir de la démocratie. Or, depuis qu'on est dans la démocratie, dans les années 90, beaucoup de pays africains ont connu des guerres civiles et du recul sur le sentier de développement, notamment notre pays. Et j'ai donné des faits probants sur le plan de l'histoire, de montrer que les pays les plus prospères au monde, ce ne sont pas des démocraties. Ou alors, ils ont conçu des modèles démocratiques qui s'adaptent à leurs spécificités sociopolitiques, sans copier aveuglément ce qui se fait ailleurs. C'est ce qu'ils vont faire les néo-mobotistes. Donc voilà à peu près, en résumé, ce que je voulais dire sur le concept, me marteler, revenir, insister sur le fait que la démocratie, telle que nous le pratiquons aujourd'hui, exportée de la France et de la Belgique, c'est pas ça qui va faire le développement de l'Afrique, c'est pas ça qui va faire le développement de notre pays. Nous devons inventer des schémas démocratiques adaptés à nos réalités sociopolitiques. Voilà ce que prévoit le projet de société néo-mobutiste. Une amélioration de la un amendement, un perfectionnement de la démocratie qui était pratiquée à l'époque de Mobutu, qu'on accusait de tous les mots, mais en réalité c'était une démocratie de qualité. On ne voyait pas ce que nous voyons aujourd'hui. Hein? On ne voyait pas ça, même au niveau du Parlement. Hein? Le mercantilisme parlementaire, là, ça n'existait pas. Hein? Les candidats députés, c'était des messieurs. Hein? Voilà, bref, ce que je voulais dire sur le concept de la démocratie et surtout insister sur le fait que les Occidentaux nous avaient piégé, l'Afrique après la chute du mur de Berlin pour empêcher le développement de l'Afrique. Et ils ont conditionné le développement à la démocratie. C'est un piège, nous sommes toujours tombés dans les pièges, on est toujours dans des guerres au lieu de se développer comme c'était promis. Et cette aide-là ne vient même pas, elle n'est pas là. Voilà, les Africains doivent inventer des modèles démocratiques qui sont adaptés à leur réalité, comme la Jamaria libyenne qui a fait que la Libye soit le pays le plus prospère au monde. Les Chama Chama Pindus, les Tanzaniens, la démocratie du parti était de Mobutu. Voilà. Donc, les néo-mobutistes vont amener cette démocratie mobutiste-là, notamment en supprimant le parlementarisme, en revenant au présentationnisme et en combattant le mercantilisme des parlementaires. Merci. Comme je l'ai dit au début, nous souhaitons toujours la bienveillance de ceux qui nous feraient l'honneur et le plaisir de nous suivre, de liker, de s'abonner massivement et de partager nos vidéos. Ça sera pour eux une meilleure façon de contribuer à notre fonctionnement. Et je reviens toujours sur que tout ce que nous disons, tout ce que votre séminaire dit, est contenu dans les livres qui sont en vente notamment sur Amazon. Il y a les vrais Mobutu, jusqu'à présent, il y a les vrais Mobutu et Poutine. Tout ce que je viens de dire ici, c'est consigné dans ces deux livres-là, qui sont en vente sur Amazon, Amazon France, Amazon. Et puis à Kinshasa, à la librairie CD, chez les protestants vers le casier judiciaire, et puis les livres de Grand Lac sur le boulevard des 30 juillet à Timberbaye. Merci.